Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous parler d'un travail de modélisation que l'on mène avec Charles Mulon, un théoricien basé à Lausanne, et avec qui on s'intéresse à certains phénomènes de tricherie chez les fourmis. La tricherie, c'est un phénomène qui émerge rapidement dans la plupart des systèmes de coopération, parce qu'un gène qui code pour un comportement égoïste peut souvent profiter de la coopération sans en payer le coût. Nous, on s'est penché sur un système de coopération extrême chez les fourmis, le système de détermination des castes. Dans les sociétés de fourmis, il existe classiquement deux castes principales de femelles, les reines fertiles et les ouvrières stériles. Dans le cas général, la future caste d'une larve femelle elle est déterminée pendant son développement, sur la base de facteurs environnementaux. Seulement, il existe quelques exemples d'espèces chez lesquelles on retrouve des éléments génétiques, parfois appelés tricheurs royaux, capables de biaiser le développement des larves qui les portent vers la caste reine. En trichant sur le développement, ces gènes augmentent leur propre accès à la caste reproductrice, et on peut donc imaginer qu'ils soient initialement favorisés par la sélection. D'un autre côté, ces gènes doivent aussi avoir un coût à l'échelle de la colonie, parce qu'ils réduisent la production d'ouvrières. Pour mieux comprendre les pressions de sélection qui agissent sur les tricheurs royaux, on a construit un modèle, et on s'est concentré sur une question un peu particulière. Est-il possible qu'une sélection positive sur les tricheurs royaux mène à une situation extrême où une espèce perd complètement sa capacité à produire ses propres ouvrières? A priori non, une colonie sans ouvrières, elle est assez mal partie. Et pourtant, on a exploré une hypothèse qui peut changer cet attendu, et qui est qu'une espèce puisse contourner la perte des ouvrières à travers l'hybridation avec une autre espèce. En fait, chez les fourmis, l'hybridation pour la production d'ouvrières, c'est un phénomène assez commun, que l'on appelle souvent le parasitisme spermatique. On connaît plusieurs espèces dont les reines s'accouplent activement avec des mâles d'autres espèces. Et ces reines produisent alors en général pas de reines hybrides viables, mais des ouvrières hybrides, qui participent à la force de travail dans les colonies. Comme l'hybridation est active de la part des reines, on considère en général ce phénomène comme adaptatif. Et l'hypothèse principale pour expliquer un avantage à l'hybridation serait que les ouvrières hybrides montrent un certain niveau de vigueur hybride, c'est-à-dire qu'elles soient plus efficaces ou plus résistantes que les ouvrières classiques. En tous les cas, si on fait l'hypothèse que le parasitisme spermatique permet toujours la production d'ouvrières hybrides, on peut se demander s'il peut aussi constituer un moyen de contourner ou de compenser l'effet des tricheurs royaux. Je ne peux plus faire d'ouvrières avec mes larves parce qu'elles trichent, donc je m'hybride pour faire des ouvrières. Dans ce cas, est-ce que le parasitisme spermatique est suffisant pour permettre la perte totale de la capacité à produire des ouvrières en intraspécifique? Et si oui, quel est le rôle de la vigueur hybride dans cette évolution? Alors, pour être honnête, ces questions elles sont surtout motivées par un point, qui est que l'association du parasitisme spermatique avec la perte des ouvrières en intraspécifique, c'est précisément ce qui définit un système de reproduction un peu particulier et qui nous intéresse beaucoup, l'hybridogénèse sociale. L'hybridogénèse sociale, c'est un système de reproduction que l'on retrouve par exemple chez Messor barbarus, la fourmi moissonneuse. Chez ces fourmis, toutes les reines sont produites à travers des accouplements intraspécifiques, et toutes les ouvrières sont des hybrides. Ce système il constituerait donc une espèce de point final potentiel à la coévolution des tricheurs royaux et du parasitisme somatique. En toile de fond de notre travail de modélisation, il y avait donc cette question de savoir si l'hybridogénèse sociale peut émerger de la coévolution de ces deux phénomènes. Encore une fois, on vise également à comprendre dans ce système quel peut être le rôle de la vigueur hybride, parce que c'est très souvent avancé comme une condition à la mise en place de l'hybridogénèse sociale. En fait, on perçoit souvent ce système de reproduction comme une sorte de manière pour ces espèces d'exploiter une vigueur hybride sans payer les coûts potentiels de l'hybridation chez les sexués. Pour répondre à nos questions, on a donc construit un modèle qui vise à prédire la coévolution de deux traits phénotypiques. Le premier est un trait des reines, le taux de parasitisme spermatique, c'est-à-dire en fait la proportion de mâles d'une autre espèce avec laquelle les reines s'accouplent. Le second, c'est un trait des larves non hybrides en développement, c'est le taux d'allocation en ouvrière. Le taux d'allocation en ouvrière, c'est en fait tout simplement la probabilité qu'a une larve non hybride de se développer en ouvrière. Et c'est sur ce trait que les larves non hybrides peuvent tricher pour se diriger égoïstement vers un développement en reine. On modélise un cycle de vie annuel où les reines, après reproduction avec un certain nombre de mâles de leur espèce ou d'une autre espèce, fondent des colonies indépendantes. Les colonies, elles se développent et elles produisent une certaine quantité de mâles, de reines et d'ouvrières qui dépend du phénotype exprimé par la reine mère et par les larves en développement. Une fois la colonie mature, les sexués dispersent et forment la génération suivante. Au-delà des détails du modèle, il faut retenir que ce modèle nous permet de faire varier un paramètre important qui est l'efficacité relative des ouvrières hybrides. Ça nous permet de modéliser la vigueur hybride, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire des ouvrières hybrides moins efficaces.
Avec ce modèle, on commence par s'intéresser à l'effet du parasitisme spermatique sur l'allocation en ouvrière de la part des larves. Sur cette figure, on peut visualiser le taux d'équilibre d'allocation en ouvrière pour divers taux de parasitisme spermatique. La première chose que l'on peut voir, c'est qu'en l'absence de parasitisme spermatique, les larves conservent leur plasticité développementale et on reste donc sur une détermination classique de la caste. La seconde chose que l'on peut voir, c'est que l'augmentation du taux de parasitisme spermatique mène à une diminution de l'allocation en ouvrière. En fait, plus il y a d'ouvrières hybrides présentes dans une colonie, et moins il y a d'intérêt pour une larve non hybride de faire une ouvrière supplémentaire, ce qui lui permet finalement de tricher plus. On voit enfin que si le taux de parasitisme spermatique dépasse un certain seuil, toutes les larves finissent par se développer en reine. Notre modèle il suggère donc que le parasitisme spermatique puisse bien permettre au phénotype ouvrière d'être perdu, et ce parce que la présence d'ouvrières hybrides diminue les effets délétères de la tricherie. Maintenant, on peut se demander si un taux de parasitisme spermatique suffisant pour que cela arrive peut être atteint dans une population, et pourquoi. Pour ça, on peut s'intéresser aux pressions de sélection qui agissent sur la propension des reines à s'hybrider. Grâce à notre modèle, on peut notamment s'intéresser à la directionnalité des pressions de sélection qui agissent sur ce trait, lorsque l'allocation en ouvrière, elle, est à l'équilibre décrit par la ligne grise. La ligne noire sur le graphique représente cette direction. Quand elle est positive, de plus forts taux de parasitisme spermatique sont sélectionnés, et inversement. Ce qu'on peut voir, c'est que dans une population qui ne fait pas ou peu de parasitisme spermatique, à gauche du graphique, un plus fort taux de parasitisme est toujours favorisé. En fait, cette pression de sélection positive, elle est due au fait que les larves trichent toujours au moins un peu, et produisent donc un surplus de reines. Ce surplus, il n'est pas dans l'intérêt de la reine mère, qui aimerait plutôt pouvoir produire un peu plus d'ouvrières pour booster la colonie. Et c'est précisément ce contrôle sur la production d'ouvrières qu'offre le parasitisme spermatique. Cette pression de sélection, elle pousse le taux de parasitisme spermatique jusqu'à une valeur intermédiaire, qui est représentée sur le graphique par un point rouge. Lorsque cette valeur est atteinte, la production en ouvrière est optimale du point de vue de la reine. On a vu qu'il existait une interaction entre nos deux traits. Comme les larves trichent et n'allouent pas assez à la production en ouvrière, les reines compensent, en s'hybridant et en produisant des ouvrières hybrides. Seulement, cette compensation, elle augmente aussi l'intérêt de tricher pour les larves, et elle favorise une allocation en ouvrière encore plus faible. Cette situation, elle mène à une espèce d'emballement évolutif où, quelle que soit la situation d'origine, une population évolue vers une combinaison de parasitisme spermatique et de perte des ouvrières non hybrides, c'est-à-dire finalement vers l'hybridogénèse sociale. Ici en bleu, vous avez la direction prédite par le modèle de la sélection sur les deux phénotypes, et les lignes noires, elles correspondent aux trajectoires phénotypiques que l'on a obtenues à partir de simulations individus basées. On a donc une réponse théorique à notre première question. Si le parasitisme spermatique est possible et peut évoluer, on finit par perdre les ouvrières et on se retrouve dans un système similaire à l'hybridogénèse sociale. Mais quel est le rôle de la vigueur hybride dans tout ça? Pour l'instant, en fait, tous les résultats que je vous ai présentés concernent un cas où les ouvrières hybrides sont exactement aussi efficaces que les ouvrières normales. La vigueur hybride, elle est donc de fait pas nécessaire au phénomène. Si on fait varier l'efficacité des ouvrières hybrides, on obtient un résultat plus surprenant encore, qui est que la perte des ouvrières non hybrides survient même quand les ouvrières hybrides ont une efficacité qui est 2 fois moindre que les ouvrières normales. En fait, il faut des ouvrières vraiment très inefficaces, comme dans le panel en haut à gauche, pour que le parasitisme spermatique soit contre-sélectionné et que la plasticité de caste soit maintenue chez les larves non hybrides. Donc en fait, on peut prédire que les reines cherchent à compenser la tricherie des larves en s'hybridant, même quand les ouvrières hybrides qui en résultent cassent pas vraiment des briques. Ce résultat, globalement, il propose une hypothèse alternative à la vigueur hybride pour l'évolution du parasitisme spermatique et pour l'émergence de l'hybridogénèse sociale. Il nous dit que potentiellement tout repose en fait sur des conflits intracoloniaux sur l'allocation dans les différentes castes femelles. Cette proposition, elle demanderait une hypothèse de moins, celle de la vigueur hybride. Et donc, elle expliquerait potentiellement mieux la fréquence relativement importante de ces phénomènes dans la nature. Voilà, pour terminer, je voulais aussi mentionner le fait que le modèle que l'on a construit, il peut servir de base pour s'intéresser à d'autres effets divers sur l'évolution du déterminisme de caste. Par exemple, on l'a utilisé pour s'intéresser à l'effet du niveau de polyandrie d'une espèce, c'est-à-dire du nombre de mâles avec lesquels les reines s'accouplent. Dans ce cas, nos résultats suggèrent qu'une faible polyandrie, un ou deux mâles, rend la perte des ouvrières en intraspécifique très improbable. Mais, on a aussi utilisé notre modèle pour montrer qu'une espèce peut perdre ses ouvrières, même si ces reines ne se reproduisent qu'avec un seul mâle, à partir du moment où les reines sont capables de produire des larves femelles par parthénogenèse.
Et ce dernier résultat, il est intéressant parce qu'il correspond bien à des exemples d'espèces connues. Voilà. Pour conclure, notre modèle, il prédit que le parasitisme spermatique et l'hybridogenèse sociale puissent évoluer à cause de conflits intracoloniaux dans de nombreuses configurations, et ce, sans nécessité de vigueur hybride. Merci de votre attention.